Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Pas d'accord sur la durée de la transition au Mali. Après une série de consultations, la junte militaire au pouvoir et la délégation de la CEDEAO en déplacement à Bamako n'ont pas trouvé de consensus pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Madagascar débute l'évaluation des dégâts causés par le cyclone Emnati qui a touché la côte est du pays il y a quelques jours. Cette tempête tropicale, moins intense que prévu, a tout de même engendré un bilan humain et matériel considérable. Nous ferons le point dans cette édition. Et dernier coup de pédale pour le Tour cycliste du Rwanda qui s'achève ce dimanche 27 février. Cette 14e édition pourrait déboucher, selon les spécialistes, sur une victoire de l'Érythréen Nathanaël Tesfazio, vainqueur de ce tour en 2020. La délégation de la CEDEAO en déplacement à Bamako fait chou blanc. La mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, menée par le médiateur Goodluck Jonathan, a quitté le Mali ce vendredi 25 février sans parvenir à un accord avec la junte militaire au pouvoir sur la durée de la transition. Les nouvelles autorités maliennes, qui préconisent une période de transition pouvant aller jusqu'à 5 ans, ont refusé les schémas de sortie de crise de 12 mois et de 16 mois proposés par la CEDEAO. Les négociations se poursuivent donc pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Écoutons à ce propos le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan. Mes visites en tant que médiateur se poursuivent. Une nouvelle rencontre s'est tenue aujourd'hui. Elle avait pour but d'affiner les discussions en cours pour pouvoir aller de l'avant. En principe, la transition actuelle devrait s'achever le 28 février, mais nous savons que cette date pourrait ne pas être honorée. Notre venue ici avait donc pour but de trouver des points d'accord et de relancer le dialogue. À ce propos, j'ai pu rencontrer le ministre des Affaires étrangères avec lequel nous avons eu des échanges constructifs. Je me suis ensuite entretenu avec le président de la transition. Là encore, les échanges ont été enrichissants. Un groupe de travail est en place. Il regroupe des membres de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Les conclusions auxquelles ce groupe de travail est parvenu ont permis de réaliser un cadre de recommandations. Une fois le document finalisé, nous le soumettrons à la partie malienne. Également dans l'actualité, dernière étape dans l'installation des nouvelles autorités au Burkina Faso. La charte censée fixer la durée de la transition doit être signée le 28 février à Ouagadougou par les forces vives de la nation. Cette signature sera suivie de l'investiture du nouveau président, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a prêté serment le 16 février. Notons que cette investiture survient un peu plus d'un mois après le coup d'État qui a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré le 24 janvier dernier. Ce geste d'apaisement sera-t-il suffisant pour redorer l'image des putschistes au Soudan? Une centaine de manifestants arrêtés lors des rassemblements contre le coup d'État militaire ont été relâchés. Une initiative saluée par Adama Dieng, émissaire de l'ONU, en visite de 4 jours dans le pays. Mais la répression des manifestants et l'usage excessif de la force demeurent une source d'inquiétude. Plus de détails avec Kamesh Katapoulé. Un geste d'apaisement. Au Soudan, les autorités ont procédé depuis le 19 février dernier à la libération de 115 manifestants, arrêtés notamment pour avoir protesté contre le coup d'État du 25 octobre dernier. Ces militants étaient détenus depuis des semaines dans les établissements pénitentiaires de Khartoum. Une libération saluée par Adama Dieng, l'expert des Nations Unies sur les droits de l'homme au Soudan. Je salue la libération d'une centaine de personnes de cette semaine alors que j'étais à Khartoum. Et j'appelle à la libération immédiate de toutes les autres personnes encore détenues. Je salue également la mise en place de mécanismes judiciaires par le procureur général pour enquêter sur les allégations de violation du droit à la vie et les cas de violence sexuelle depuis le coup d'État. Une mesure encourageante, mais loin d'être suffisante pour cet expert onusien.
Après une visite de 4 jours dans le pays, le juriste sénégalais a également exprimé son inquiétude relative à l'état d'urgence. Instauré après le coup de force des militaires, cette mesure a eu selon lui un effet néfaste sur les droits humains. Adama Dieng évoque par exemple des cas de détention arbitraire, mais aussi des journalistes harcelés. J'ai fait part aux autorités de mes préoccupations concernant l'extension des pouvoirs d'application de la loi aux forces de sécurité générale pendant l'état d'urgence. La semaine prochaine, Adama Dieng se rendra à Genève où il livrera les conclusions de sa visite à Michelle Bachelet, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Il les présentera ensuite au Conseil des droits de l'homme de l'ONU le 4 mars. Et notons que depuis le coup d'État militaire du 25 octobre 2021 au Soudan, le bilan de pertes en vie humaine ne cesse de s'alourdir. Le comité des médecins soudanais annonce 83 morts et quelques 2000 blessés. Dans le reste de l'actualité au Niger, le président Mohamed Bazoum a rencontré ses citoyens à travers une conférence des cadres. Il s'agit du premier exercice du genre depuis son arrivée au pouvoir en avril 2021. Le chef de l'État nigérien a profité de cette allocution pour défendre la venue de militaires étrangers supplémentaires pour répondre aux défis sécuritaires sur le territoire national. Il est à noter que ce plaidoyer survient à quelques jours du vote à l'Assemblée nationale sur l'accord de coopération militaire entre le Niger et les forces Barkhane et européennes. En outre, le président Bazoum a annoncé la libération de plusieurs djihadistes du groupe Boko Haram dans le but, je cite, d'encourager la paix. Le Togo, meilleur pays réformateur d'Afrique dans le classement Doing Business 2020, poursuit son envolée. Selon les données rendues publiques en 2021, un montant total d'investissement de 277 milliards de francs CFA a été mobilisé en faveur de 38 projets majeurs. Une performance qui illustre l'attractivité économique du pays. Les explications de MNH. Les mobilisations d'investissement au Togo ont connu une progression positive en 2021 avec l'approbation de 38 projets pour un montant total d'investissement prévu de 277 milliards de francs CFA. Selon l'exécutif togolais, la hausse des projets d'investissement étrangers est portée par la plateforme industrielle d'Adétikopé avec la région maritime comme la zone la plus attractive. Le Togo attire beaucoup les investisseurs étrangers et pas moins de 277 milliards de francs CFA ont été alloués en matière d'IDE au Togo. Donc je pense que l'économie togolaise devient de plus en plus attractive, notamment à travers des plateformes qui mettent en place. Donc je pense que cela montre que le climat des affaires est important. En tant que parc agro-industriel, la plateforme industrielle d'Adétikopé compte poursuivre cette dynamique et mieux s'investir dans la transformation locale des matières premières. Elle mise sur l'amélioration du cadre pour renforcer l'attractivité du pays vis-à-vis des capitaux étrangers. Et au niveau juridique, je pense que l'État togolais devrait prendre notamment des mesures, non seulement afin d'atténuer l'impôt fiscal à travers des politiques d'exonération fiscale pour ces entreprises qui viennent de l'étranger, et aussi permettre à ces entreprises d'avoir des agréments de plus en plus rapide afin de pouvoir vraiment s'intégrer et pouvoir réaliser leur activité. Donc je pense que c'est ces deux mesures juridiques. L'économie togolaise dans son ensemble se porte assez bien et il faudra non seulement augmenter aussi le climat des affaires et essayer de voir comment créer un cadre non seulement juridique mais aussi un climat des affaires globalement très bon dans l'ensemble pour pouvoir attirer de plus en plus d'investisseurs et créer des emplois et une croissance économique radieuse. Notons qu'à fin 2021, le Parlement togolais avait adopté 2 projets de loi relatifs, l'un au marché public et l'autre au contrat de partenariat public-privé. Madagascar commence à évaluer les dégâts causés par le cyclone Emnati qui a touché la côte est de la Grande Île dans la nuit du 22 au 23 février. Cette nouvelle catastrophe a un air de déjà-vu pour la population malgache puisque Emnati est le 4e cyclone à frapper Madagascar en un mois. Un sujet de la rédaction. Toits arrachés, arbres déracinés, poteaux électriques renversés, le cyclone Emnati a presque tout emporté sur son passage.
Pour les habitants de Madagascar, frappés par des tempêtes tropicales à répétition, cet air de déjà-vu a un goût amer. Pendant le cyclone, nous avons eu très peur. Mes filles sont venues à moi en criant et en pleurant. Puis, le toit de l'abri où nous logions s'est effondré et il s'est mis à pleuvoir dans la maison. Nous avons passé toute la nuit sous la pluie et mes enfants pleuraient. Le matin, elles étaient malades car elles ont passé la nuit trempées. Emnati a touché l'île en début de semaine avec des rafales de vent allant jusqu'à 140 km/h. Sur le terrain, le bilan humain et matériel est lourd. Les derniers chiffres font état de 6 morts et plus de 100 000 sinistrés. Les opérations de secours se multiplient et l'aide humanitaire s'organise. Nous espérons sauver des vies grâce à une aire d'urgence et nous allons leur fournir les produits essentiels dont ils ont besoin pour traverser cette période. Nous devons, dans le même temps, réfléchir à la manière dont ils vont s'adapter à cette nouvelle réalité. Une nouvelle réalité qui est une double peine pour ce pays de l'océan Indien, déjà en proie à l'insécurité alimentaire causée par la sécheresse. Mais derrière les mois se cache un brin d'espoir. Les pluies abondantes de ces derniers jours laissent envisager de meilleures récoltes. La 14e édition du Tour cycliste du Rwanda touche à sa fin. Cette course en 8 étapes doit s'achever ce dimanche 27 février. Et à quelques heures du dénouement, les espoirs de victoire se portent notamment vers l'Érythréen Nathanaël Tesfazio en course pour un deuxième sacre. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Fratenda Kaisenga. C'est Anatoly Boudiak qui a remporté la 6e étape du Tour du Rwanda ce 25 février, depuis la ville de Musanze au nord du Rwanda jusqu'à la ville de Kigali, la capitale rwandaise. Le coureur ukrainien qui fait sa première apparition dans la course annuelle a mis 3h35 minutes et 21 secondes pour parcourir les 152 km. Le Rwandais Eric Manizabayo est arrivé en 3e position, 5 secondes derrière le vainqueur de l'étape. Il y a encore de l'espoir pour la victoire, même si aujourd'hui je n'ai pas réussi à remporter la victoire, mais demain est un autre jour et moi j'y crois fermement. Je vais donner mon tour durant les 2 prochaines étapes et je suis sûr que je vais gagner. Au classement général, c'est le coureur Nathanaël Tesfazio qui est en tête de la compétition avec 17h33 minutes et 13 secondes. À 2 étapes de la fin, l'Érythréen rêve de remporter la 14e édition du Tour cycliste comme il l'avait fait en 2020. L'écart entre moi et le deuxième coureur est seulement de 5 secondes, donc c'est très difficile de garder le maillot jaune jusqu'à la victoire. Mais comme je le dis toujours, Dieu est avec moi et donc on verra bien comment ça va progresser. Sur 19 équipes qui participent au Tour du Rwanda 2022, l'Afrique est représentée par 5 équipes, dont 2 du Rwanda, une pour le Maroc, l'Afrique du Sud et l'Algérie. Si le nouveau maillot jaune donne une possibilité d'un second sacre pour le coureur érythréen, le chemin reste encore long car le maillot jaune a changé de détenteur à chaque étape de cette édition de la compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.